TVT au cœur de l'information. Il est 20h, bonsoir à tous et merci de votre attention. L'actualité ce mardi, la reprise des cours annoncés pour demain dans les universités du Togo. Et sur place, les responsables y travaillent déjà. Les séances de travail tous azimuts ce mardi. Nous serons notamment à l'université de Lomé. Début ce mardi des examens CAP, BEP et BT sur l'ensemble du territoire. 3000 candidats sont à l'épreuve et dans différentes matières. Et puis Togocom et la FTF, la Fédération togolaise de football, désormais ensemble pour le meilleur du football togolais. Les deux entités viennent de conclure un accord de partenariat. Voilà, madame, messieurs, le sommaire. Bienvenue. Voici le journal. Ils n'ont pas du tout l'air d'être surpris. Les premiers responsables des universités du Togo, publics comme privés, ont réuni des séances de travail dans la journée à l'ordre du jour. Comment rendre effective la réouverture des universités annoncée pour demain mercredi par le gouvernement. Illustration, la réunion ici, vous allez le voir, à l'université de Lomé pour traduire dans les faits cette reprise des cours. Marie-Ange Pita. Doyen de faculté, directeur de services centraux, enseignants-chercheurs et la commission scientifique et pédagogique en concertation. Des milliers d'étudiants sont attendus ce 15 juillet à l'université de Lomé. Le défi est de taille dans le contexte de Covid-19. L'université de Lomé compte bien le relever. Avec infiniment moins de suffisance, je suis fier, en prenant la parole au nom de l'université de Lomé, que nous avons été à la hauteur des attentes devant la Covid-19. Sous réserve pour les faiseurs de système et ceux qui ont le don de la prévisibilité, nous avons été tous surpris par cette épidémie de nature mondiale. Quelle a été la réaction de notre université? Elle n'a pas baissé les bras. Elle a concilié le neuf avec le vieux, en essayant avec plus ou moins aussi de bonheur à poursuivre les enseignements. Oui, les enseignements en ligne ont été une réalité dans notre université, au-delà des dysfonctionnements et des ratés. Mais à l'heure du bilan, je crois le dire avec fierté que nous n'avons pas démérité. Et c'est devant ces mérites renouvelés que nous avons envisagé la réouverture des universités publiques du Togo avec le concours et la complicité du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Chers collègues, nous sommes revenus ce matin non pas pour dialoguer, puisque le dialogue se fera établissement par établissement et chaque établissement pourrait remonter ses désirs, ses chantiers, ses stratégies à la présidence de l'université qui essaiera de faire une synthèse et sortira un document unique. Devant les difficultés qui ont été les nôtres, nous nous sommes distingués par le courage. Et Jean Jaurès a l'habitude de dire, le courage, c'est d'aller à la recherche de l'idéal pour comprendre le réel. Nous avons compris notre réel, nous avons compris notre réalité. Et l'université de demain, notamment celle de 2020-2021, doit concilier les enseignements en présentiel avec les enseignements en distanciel. Les cours reprennent certes, mais la réalité est autre. Les réflexions se font et les mesures se prennent. Tout est mis en œuvre. Personnel, étudiants, tous doivent être protégés contre la maladie à coronavirus. Le ministère en charge y veille. Il s'agit de porter à l'intention de tous les acteurs les recommandations de M. le Premier ministre par rapport au respect des mesures barrières.
le communiqué du gouvernement a insisté sur le respect des mesures barrières. Et à l'issue de cette réunion de ce matin, nous pourrons dire que l'exercice a été une réussite. Généralement, lorsqu'on fixe la date de reprise dans les universités, chaque université, chaque établissement organise ou ajuste son emploi du temps. Et avec la crise sanitaire, certains ou nombreux sont ceux qui sont déjà les étudiants qui sont partis dans les villages, dans les contrées les plus reculées. Et on va tenir compte des délais de route pour permettre à ces étudiants de revenir. Les universités ont été fermées au Togo le 20 mars 2020 suite à la multiplication des cas infectés au Covid-19. Reprise, oui, et cette question tout de même ce soir, avec la mesure de la distanciation sociale imposée, vous le savez, par le Covid-19 et la réalité dans nos amphis, comment s'y prendre donc? La reprise d'un cours annoncé devrait se dérouler avec des étudiants, vous venez de l'entendre, bien présents dans les amphithéâtres. Marie-Ange Vida. 65 000 étudiants vont reprendre le chemin des facultés. Les responsables universitaires s'y attellent. Discussion, échange, tout est matière à discussion afin de dégager un calendrier consensuel des cours et des examens. Pour l'instant, nous ne pouvons pas parler de calendrier définitif. Ça ne peut être qu'un calendrier provisoire. Et nous avons mis une stratégie en place qui consiste à renvoyer chaque responsable dans son établissement et ils vont se voir, ils vont faire des réunions avec tous les acteurs. Et à partir de ce moment, ils vont revenir, ils vont remonter l'information au niveau de la présidence pour qu'on puisse harmoniser et avoir vraiment une synthèse. Ce n'est qu'à partir de là qu'on pourra vraiment mettre en place une stratégie. Nous avons défini 2 scénarios. C'est de voir à partir de ce moment et en faisant le point, est-ce qu'il faut commencer tout de suite avec les examens à battant, finir et faire face au semestre mousson, ou carrément continuer et mettre tout, dérouler tout le programme de semestre mousson et à la fin faire les 2 examens en même temps. Donc il faut vraiment pas imposer aux gens, mais il faut que chaque établissement fasse remonter les informations, qu'on puisse voir qu'est-ce qu'il y a de faire. De toute façon, nous avons une autre stratégie que nous gardons en réserve, c'est celle de valider, par exemple, les évaluations continues. Vous voyez, comme on l'a fait aussi dans les autres établissements secondaires et primaires, par exemple. Ça aussi, c'est une possibilité. Donc, en le faisant ici, ainsi, ça peut également nous permettre d'avoir une marge, tout en respectant vraiment la distanciation sociale. Parce que ça, nous tenons vraiment compte de ça. Et ça a été des instructions fermes du chef du gouvernement. Le calendrier va se faire peut-être même au cas par cas. Briser la chaîne de contamination est une obligation, encore plus au sein de la communauté universitaire. Et les premiers responsables ne lésinent pas sur les moyens. La première chose, c'est la distanciation sociale dans les amphis. Malgré l'effectif pléthorique que nous avons d'étudiants, nous allons prendre toutes les dispositions pour que ces mesures soient respectées. Quitte à démultiplier les cours et arriver à mettre le minimum possible dans les amphis pour que ces mesures soient respectées. Nous prenons les dispositions que chaque étudiant, le personnel, ceux qui nous accompagnent dans les points de restauration, chacun, avant d'arriver dans l'enceinte, porte des bavettes. Nous avons mis les lave-mains et ils sont à la hauteur de l'effectif, donc c'est des citernes pour que chaque étudiant puisse se laver les mains avant de rentrer dans les amphis. Et surtout, nous allons mettre un accent tout particulier sur la sensibilisation. Le temps que la pandémie existera au Togo, nous allons sensibiliser. Et pas de communication, parce que nous avons un site de l'université que chacun visite. Nous avons les cours en ligne. Nous allons mettre des spots à l'intérieur de ces cours au niveau du site et puis les affiches vont être partout. Il y a une formation qui est en cours
pour les agents, les techniciens de surface, comme nous les appelons, pour d'abord les former à cette désinfection-là des amphis, les produits qu'ils vont utiliser, comment les utiliser. Nous faisons appel aussi à de bonnes volontés pour nous accompagner, pour que ça soit fait de façon scientifique. Pour ce qui concerne les transports, nous allons nous rapprocher de notre ministère, parce que la convention, c'est entre le ministère et la centrale. À cette reprise des cours, chaque étudiant doit se protéger et protéger les autres. Le démarrage des activités universitaires ne quitte pas la continuité des cours en ligne. Affoler cette formation d'une partie du personnel, formation de formateurs, formation notamment sur les conditions d'hygiène à respecter. Objectif, c'est de lutter contre les infections au Covid-19 dans les amphis-écoles, l'Institut de l'Université de Lomé. Marie-Ange Bita. Les jeunes s'invitent dans les amphithéâtres. Au lieu du savoir, l'Université de Lomé est également un cadre de brassage d'étudiants venus de tout horizon. La relance des cours en faculté et école appelle à une prise de mesures adéquates. La formation des formateurs fait partie des dispositions. Nous allons les former plus précisément sur l'hygiène des mains et l'hygiène respiratoire. Il est démontré scientifiquement que nos mains sont le carrefour de la propagation de plusieurs maladies. Et si nous mettons l'accent sur l'hygiène des mains, nous brisons la chaîne de transmission et nous réduisons par là le risque de propagation du virus. L'hygiène respiratoire, pourquoi? Il est démontré que la pandémie de Covid-19, ça se transmet d'homme à homme. Et c'est par les gouttelettes qui sortent de nos bouches, de nos narines. Donc il faut mettre l'accent sur l'hygiène respiratoire pour éviter que tout ce qui va sortir de moi reste à mon niveau et n'aille pas infecter les autres. Personnel universitaire, délégués des étudiants, police universitaire, personnel de cantine universitaire et d'entretien en sont concernés. L'Université de Lomé veut rassurer l'opinion et se rassurer. Au-delà de ce que nous apprenons de gauche à droite comme mesures barrières à prendre, nous nous sommes dit en tant qu'universitaires qu'il serait mieux indiqué que nous recevions des formations assez pointues pour une maîtrise de la gestion de ces mesures barrières. C'est ainsi que nous avons fait appel à un certain nombre de services et ça, c'est la première formation qui concerne l'hygiène. C'est aussi pour nous une manière de rassurer les parents qui peuvent laisser les enfants revenir pour que l'année soit sauvée. C'est aussi davantage des dispositions pour rassurer l'autorité, donc le gouvernement, que l'université met tout de son côté pour assurer donc la sécurité sanitaire de sa communauté. Ces formateurs devront former à leur tour leurs pairs au sein de l'institution. La première phase de cette formation va s'étendre sur 2 jours. Et voilà donc ce qu'on peut dire ce soir sur ces différentes séances de travail aujourd'hui à l'université de Lomé. Marie-Ange Bida, merci. L'actualité, c'est aussi, je vous l'annonçais tout à l'heure en titre, le début ce mardi des examens du CAP, BEP et BT. C'est sur l'ensemble du territoire national. 3000 candidats composent dans différentes matières. Le ministre de l'Enseignement technique, de la formation et de l'insertion professionnelle a fait le constat dans certains centres d'écrit. Le récit de Douaré. John ambitionne de devenir un électricien d'équipement. Mais avant, il doit passer par cet examen, le CAP. Au lycée technique d'Adi de Gomé, il a répondu présent. On a commencé les examens et tout va bien. Jusqu'à présent, on n'a pas encore rencontré des choses qu'on n'a pas fait. Dans ce centre d'examen, les apprenants composent dans 4 filières industrielles: chaudronnerie, électricité d'équipement, mécanique d'entretien, plomberie sanitaire. Chaque candidat compte tirer son épingle du jeu. On vient de débuter cette matinée notre toute première épreuve qui est l'épreuve de traçage. Tout d'abord, on a commencé par le respect des mesures barrières. Concernant les épreuves, c'est abordable. Il y a aussi des choses qu'on n'a pas vues, mais ce n'est pas grand-chose. On espère que jusqu'à la fin,
on puisse terminer en toute beauté l'épreuve. Aujourd'hui, on fait la mathématique financière. Et l'épreuve est abordable par rapport à ce qu'on fait dans nos établissements. C'est pas difficile. Il y a quelques trucs de seconde aussi. C'est à portée de tout le monde. Des mesures sanitaires sont prises pour que l'examen se passe dans des conditions maximales de sécurité et de protection contre le Covid-19. Que ce soit en théorie ou en pratique, 1 ou 2 mètres de distance requise. Les surveillants et formateurs se chargent de faire respecter ces règles sanitaires. Les candidats sont là, avec les cache-nez comme d'habitude. Les dispositions normales sont dans les ateliers. Tout le monde est à 1 mètre, 1 mètre 50 pour commencer le travail. Dans les ateliers d'examen du CRETEP, Centre régional d'enseignement technique et de formation professionnelle de la région maritime, les candidats ont 9 heures par jour pour matérialiser les connaissances acquises au cours de l'année. Diane est la seule fille parmi les candidats. Nous sommes en train de faire la fondation pour faire l'élévation. Après la fondation, nous avons les murs d'élévation en briquettes. Nous avons aussi les perrons à faire. Et je vois que l'épreuve est tellement abordable aussi. Il suffit de bien connaître et tout faire. 3152 candidats composent sur toute l'étendue du territoire national. Le ministre est allé les encourager et a attiré leur attention sur ces métiers porteurs. Je suis heureux de constater que les instructions qui ont été données pour d'abord observer les mesures barrières sont respectées. Tous les candidats sont assez outillés et respectent ces mesures de sécurité. Nous avons eu également les échos à l'intérieur du pays que tout se déroule selon les règles de l'art. Nous tenons à féliciter tous ceux qui participent à cet exercice-là, à encourager nos apprenants à pouvoir aller vers les formations professionnelles qui sûrement donnent de l'emploi, donnent les possibilités d'auto-emploi. Je suis heureux aussi de constater que c'est avec les matériaux locaux que nos apprenants font l'examen. D'autres modules comme la couture, la coiffure, l'esthétique, l'agro-pastoral, le commerce sont au rendez-vous des examens du certificat d'aptitude professionnelle CAP, du brevet d'études professionnelles BEP et du brevet de technicien. Secteur de l'éducation avec bientôt une nouvelle méthode de travail. Ce nouveau plan porte sur les 10 prochaines années. Elle tient notamment compte des défis actuels à relever dans le pays. Le document a fait l'objet de discussions ce mardi. Les précisions, Sonia Amédico. Réactualise son plan sectoriel de l'éducation nationale PSE 2020-2030. Élaboré depuis 2010, puis révisé en 2013, la 3e version du PSE fait le diagnostic des maux qui minent le secteur éducatif au Togo et propose des approches de solutions pour répondre aux défis de l'heure. Le document est ici soumis à cet effet à l'analyse et à la validation. Les défis qui ont été identifiés portent essentiellement sur les questions d'accès, donc l'accès inclusif, l'accès de tous aux services éducatifs. Il y a la question de l'équité. Donc il ne faut pas qu'il y ait des enfants parce qu'ils proviennent des familles pauvres qui ne puissent pas aller à l'école. Il ne faut pas que certains enfants, parce qu'ils sont porteurs de handicap, eh bien qu'ils soient exclus des centres de formation ou des écoles. Donc il y a le principe de l'inclusion, l'équité, et puis la question de la qualité de l'éducation qui se pose de nouveau. Donc comment faire pour renforcer la qualité? Eh bien, nous misons, comme l'UNESCO l'a recommandé, sur la question enseignante. Lorsqu'on a des enseignants de qualité, formés, disponibles, motivés, eh bien, on est sûr que les enfants peuvent mieux apprendre. Depuis quelques années, des efforts ont été consentis par le pays pour améliorer le secteur de l'éducation, ce qui a abouti à un accroissement moyen annuel de près de 15% dans le préscolaire et de 2,5% du rythme annuel moyen des effectifs dans l'enseignement primaire. Cependant, des défis restent encore à relever. En dépit de ces progrès, une attention particulière doit être accordée
aux 4% des enfants qui n'ont toujours pas accès à l'école et à peu près 15% des enfants qui n'achèvent pas le cycle primaire. Environ un enfant sur 10 n'a pas accès au premier cycle de l'enseignement secondaire. Les filles de 6 à 11 ans sont légèrement moins scolarisées que les garçons, avec respectivement 47% et 53%. L'atelier qui nous réunit aujourd'hui est donc le couronnement d'efforts et de travail de longue haleine. Les partenaires techniques et financiers soulignent l'importance de la mise en œuvre équitable et inclusive du plan sectoriel de l'éducation pour qu'aucun enfant, fille ou garçon, ne soit laissé pour compte. Pour le ministre en charge de l'éducation, ce nouveau plan sectoriel doit prendre en compte tous les paramètres en vue de faire du secteur éducatif un vivier de matières premières sûres pour les études supérieures. La version révisée du plan sectoriel mettrait essentiellement l'accent sur d'abord le développement d'un enseignement fondamental de qualité qui prend en compte le primaire et le premier cycle du secondaire avec pour objectif l'atteinte de la scolarisation primaire universelle en 2022. Deuxièmement, l'extension de la couverture du préscolaire, notamment le développement de l'expérience communautaire au bénéfice des populations rurales et des milieux les plus défavorisés. Troisièmement, le développement de l'enseignement secondaire général, second cycle, celui de l'enseignement technique, la formation professionnelle, et enfin le développement de l'enseignement supérieur qui, en quantité comme en qualité, serait déterminé en référence aux demandes du marché de l'emploi dans notre pays. Acha Deji a également félicité tous les acteurs pour leurs efforts dans l'élaboration de ce plan. Il les a exhortés à faire de cet outil un document de politique de planification et d'amélioration du système éducatif togolais. Ceci pour soutenir les grandes politiques de développement enclenchées. Le Togo cultive et exporte beaucoup le coton. Seulement sur ces dernières années, eh bien, la production n'a pas été à la hauteur des attentes. La NSCT, la nouvelle société cotonnière du Togo, veut faire mieux. Des prévisions sont annoncées pour la nouvelle campagne démarrée déjà chez nous. Edem Sessoupou. En 2009, le gouvernement a entamé une audacieuse réforme dans la filière cotonnière. Ces réformes ont permis d'obtenir des résultats significatifs après la longue crise qu'a connue le secteur. Des investissements conséquents ont permis d'améliorer le rendement des producteurs. Les derniers chiffres donnent aujourd'hui une production de 137 000 tonnes de coton graines avec un rendement moyen de 700 kg par hectare lors de la dernière campagne. La NSCT, nouvelle société cotonnière du Togo pour cette campagne 2020-2021, a une prévision d'emblavure de 190 000 hectares pour une production de 150 000 tonnes. Et pour y arriver, de nouvelles stratégies sont envisagées. Au niveau des techniciens, nous leur apportons les éléments essentiels qui peuvent concourir à un meilleur encadrement du producteur. C'est-à-dire que comment prendre le producteur dans son exploitation, comment l'accompagner, comment essayer de faire en sorte qu'il ait des visites plus régulières, comment l'agent va organiser son temps à être beaucoup plus proche du producteur. La NSCT, certes, au cours de la campagne écoulée, le niveau de production a connu une baisse essentiellement due aux aléas. Donc, nous nous réorganisons pour aller à des niveaux beaucoup meilleurs. Pour cette année, la production s'est située autour de 116 000 tonnes. Donc, constatant bien sûr un fléchissement par rapport à la campagne antérieure. Ceci, bien sûr, a induit
naturellement une distribution de revenus substantielle aux producteurs. Bien, disons qu'à ce niveau, et avec le partenaire privilégié et la FN, il a été initié un certain nombre d'actions. Et à ce niveau, il y a eu des équipements donc, pour renforcer donc, les capacités des producteurs, surtout en termes de motorisation. Au niveau de la NSCT, nous maintenons toujours le cap d'équipement de ces producteurs en traction animale. Donc, laquelle traction animale contribue sans nul doute également à ce renforcement de la force de travail et de la capacité. La filière cotonnière s'affirme comme la seule qui apporte 4 points de croissance lorsqu'elle dépasse les 100 000 tonnes de production. Elle est la principale culture d'exportation du Togo et l'un des produits qui contribue à la formation d'une part importante du produit intérieur brut au niveau national. L'attente a été longue. Les victimes recensées par le HCRUN, notamment dans les savanes, peuvent désormais pousser un ouf de soulagement. Motif, eh bien, les opérations d'indemnisation reprennent. Écoutez ça là. D'abord, un entretien avec les victimes venues de la région de Savane. L'équipe du Haut Commissariat à la réconciliation et au renforcement de l'unité nationale s'est prêtée à l'exercice. Et le là est donné à l'opération d'indemnisation. Chacun à tour de rôle passe pour la vérification d'identité. Ils se soumettent à une panoplie de questions techniques. Puis, c'est au tour de Lucie. Le processus prend fin avec la réception du chèque et un travail avec le psychologue. Le HCRUN reprend donc ses activités après un silence radio de plus de 3 mois pour cause du Covid-19. Dans notre programmation, nous avions pensé donc déjà entre mars et avril focaliser sur la gestion et l'indemnisation surtout des victimes de l'époque de la faune, notamment dans la région des savanes. Tout était fin prêt quand il y a eu donc la décision de surseoir aux activités pour mieux gérer la COVID-19 avec la foulée des mesures restrictives. Les préfectures n'arrêtent pas donc de nous appeler. C'est dans ce sens que nous avons jugé nécessaire, respectant toutes ces mesures scrupuleusement, d'avoir affaire à des bus de 60 places dans lesquels on ne met que 30 personnes, donc déjà pour procéder à des convoiements de ces victimes de leur lieu de résidence pour leur prise en charge ici, où il y a beaucoup plus de mesures à respecter plutôt que de nous aller dans les savanes. Elles sont arrivées, nous les prenons par groupe de 15 et lorsque nous finissons de les servir, nous faisons venir encore 15, donc un jour pour venir, un jour pour être servi et un jour pour aller. J'invite donc encore une fois tout un chacun, aussi bien notre personnel que les victimes, à faire preuve de patience et qu'aucune ne sera laissée pour compte. C'est le lieu, donc, encore une fois, de renouveler nos remerciements au gouvernement, notamment au chef de l'État, à travers cette ordonnance qui nous permet de mener à bien nos activités. L'apport de la Coordination nationale de gestion de la riposte contre le Covid-19 a été déterminant dans la reprise de l'opération. La présidente du HCRUN lui témoigne sa gratitude. Nous avons pris toutes les mesures scrupuleusement avec l'appui et l'aide, l'assistance, les conseils de la Coordination nationale de gestion de la riposte. Je souligne en passant donc nos remerciements au colonel Djibril et son équipe. En reprenant ces activités, nous devrions également nous soumettre aux mesures sanitaires telles que dictées par le gouvernement, de façon que la vie ne s'arrête pas. Cette Covid, on ne sait pas jusqu'à quand ça va durer. La première phase de cette indemnisation des victimes prend en compte les préfectures de la région des Savanes. Au cours des 10 jours,
L'opération va toucher environ 300 victimes. À propos justement de la pandémie, eh bien voici la situation au nouveau coronavirus Covid-19 au Togo. À ce jour, mardi 14 juillet 2020, la situation de la pandémie au nouveau coronavirus Covid-19 au Togo se présente comme suit. Le nombre de cas confirmés est de 731 avec 10 nouveaux cas depuis hier. Le nombre de personnes guéries est de 528. 11 nouveaux guéris depuis hier. Le nombre de cas actifs est de 188 et le nombre de décès est de 15. Chiffres et communiqués rendus publics par le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, professeur Moustapha Midiawa. Aujourd'hui, c'est le 14 juillet pour la France. Célébration ici aussi à Lomé, un peu en petit comité. Covid-19 oblige, mais la fête a eu lieu à la résidence de l'ambassadeur de France au Togo. Le récit, Esther Laclé. Des hymnes ont retenti pour un grand jour, le 14 juillet. La cérémonie, on l'a voulu sobre mais solennelle. Pour le 14 juillet 2020 au Togo, le Covid-19 est passé par là. Dans le respect des gestes barrières, une quinzaine d'invités impliqués dans la gestion du Covid-19, convives de l'ambassadeur de France au Togo, Marc Vizy, a pris part à la 140e édition de la fête nationale française. Assistance en matière de rapatriement de Togolais bloqués en Europe, appui au programme de transfert financier Novici. Le concours de la France dans la lutte contre le Covid-19 au Togo a été rappelé par le diplomate français à l'occasion de cette fête qui symbolise l'unité, l'histoire et les valeurs de la France, des valeurs que le pays a en partage avec le Togo. Le président de la République française a souhaité que les cérémonies du 14 juillet soient cette année marquées par la sobriété et soient consacrées à la mémoire de nos disparus et à un hommage à tous ceux qui se sont mobilisés dans la lutte contre la pandémie. Mais ici, au Togo, je ne peux passer sous silence l'événement politique qui a marqué le début de cette année, l'élection présidentielle. Elle a vu la victoire du président Faure Essozimna Gnassingbé et le président Macron lui a adressé tous ses vœux de succès pour son nouveau mandat. Sur le terrain au Sahel, Togolais et Français sont frères d'armes et c'est probablement l'expression la plus aboutie de la proximité entre nos deux pays. À un moment où personne ne savait vraiment comment allait évoluer la pandémie, et où certains s'interrogeaient encore sur la dangerosité réelle du virus, plusieurs Français porteurs de ce virus ont été surveillés et traités au CHR de Lomé Commune. Ils sont tous sortis guéris. Aussi, le président Macron a-t-il demandé à l'Agence française de développement, l'AFD, de se mobiliser et le projet Santé en commun est né. Au Togo, la traduction concrète de ce projet a été le cofinancement à hauteur de 2 milliards de francs CFA du filet social Novici qui a allégé les difficultés de très nombreux Togolais que la crise avait privés de leur activité. Le ministre des Affaires étrangères, Robert Duché, a évoqué le contexte particulier de cette fête et souligné les efforts menés par le Togo dans cette lutte contre la pandémie, efforts soutenus par la France. C'est le chef de l'État, le président de la République, qui a pris le devant de la lutte avec pour objectif de réduire les impacts sanitaires et cliniques de la maladie et d'amoindrir les conséquences sur le plan socio-économique. Dans son adresse à la nation le 1er avril 2020, le président de la République a pris des mesures fortes et pragmatiques qui sont entre autres l'état d'urgence décrété pour 3 mois, la création d'une force spéciale ainsi que la mise en place d'un fonds de solidarité nationale et de relance économique estimé à peu près à 400 milliards de nos francs. Ce dernier, à travers le programme inédit de revenu universel de solidarité, Novici, aujourd'hui le Togo se réjouit des résultats plus qu'encourageants issus des actions proactives menées par le président de la République et l'ensemble des entités impliquées dans la gestion
de la riposte contre la pandémie du coronavirus. Je voudrais par ailleurs saisir cette occasion pour saluer la mobilisation et la solidarité internationale qui continue de prévaloir dans la riposte collective contre cette pandémie. Je me réjouis tout particulièrement du précieux soutien apporté par la France au Togo. Environ 4000 Français résident au Togo. Pour la première fois de l'histoire, ils ne pourront suivre cette cérémonie que sur leurs petits écrans. Dans le reste de l'actualité, encore une bande d'escrocs dans les mailles de la police nationale. 6 individus se faisant passer pour des fonctionnaires haut gradés ont été mis aux arrêts. Les faits qui leur sont reprochés avec Ulrich Amégan et Ekwissala. Ils se sont fait passer pour des hauts fonctionnaires de l'armée, du ministère de la Sécurité et pire, pour des conseillers à la présidence de la République togolaise. Ces 6 individus, dont une femme. Parmi eux, une nationalité ivoirienne. Le groupe s'attribue le rôle de chargé d'enquête de moralité sur les personnalités pressenties pour être ministres au sein du prochain gouvernement. Ceci afin de leur soutirer soit des sommes importantes ou des biens matériels. Ils abordent leurs victimes au téléphone en imitant une voix féminine. Ils se présentent comme Madame Pana, secrétaire chargée de la collecte des informations sur les futurs ministres. Et avant de raccrocher, cette prétendue secrétaire prévient la victime que son chef va le rappeler pour des renseignements complémentaires. Après ce premier entretien, M. Maïda Philippe, supposé chef de Madame Pana, entre à son tour en jeu pour assurer la victime qu'il s'agit d'une affaire sérieuse. Et plus tard, la soi-disant secrétaire contacte à nouveau la victime et l'incite à verser des pots de vin à son prétendu chef afin, dit-elle, d'encourager ce dernier à lui garantir le poste. Elle laisse entendre que le chef ne prend pas de liquidité mais accepte plutôt du vin et des champagnes de qualité disponibles seulement à la cantine de la présidence de la République et vendu à 250 000 francs la caisse de vin et 97 000 francs la bouteille de champagne. Elle explique à la victime qu'il faut au minimum 3 caisses de vin et 12 bouteilles de champagne cristal, soit un total de 1 914 000 francs CFA pour acheter toutes ces boissons. Les escrocs communiquent d'un numéro flouze, supposé être ceux de la présidence de la République et sur lesquels ces fonds devraient être versés. Leurs victimes sont souvent des personnels des forces de défense et de sécurité admis récemment à la retraite, à qui ils font croire qu'ils sont pressentis et qu'ils doivent faire des gestes financiers à l'endroit du secrétaire général du ministère de la Sécurité ou du ministre de la Sécurité lui-même afin de garantir leur désignation effective. Laissant le soin aux victimes de proposer le montant de l'enveloppe financière destinée au secrétaire général, les escrocs par contre imposent un montant à celle destinée au MSPC, au ministre de la Sécurité et de la Protection civile, en indiquant que cet argent doit être payé par un transfert via Flouze ou Timoni. Pour convaincre leurs victimes, ces individus sans scrupules vont jusqu'à imiter la voix du ministre de la Sécurité. Dans l'un ou l'autre cas, après avoir perçu une importante somme d'argent, les escrocs coupent tout contact avec leurs victimes et disparaissent dans la nature. Quant au nommé Agbanlao Komlan, il se présente sur Facebook sous le nom de Marcel Lawson et se fait passer pour un agent de Togocel chargé de recruter des réceptionnistes. Il précise que les candidats doivent disposer d'un moyen de déplacement et d'un ordinateur portable. Il fixe des rendez-vous à ces jeunes filles en quête d'emploi et lorsque ces dernières se présentent à lui pour un contact physique, il en profite pour subtiliser les motos, ordinateurs et téléphones portables en leur possession. Ce butin est ensuite confié aux nommés Esso Marwan et Kao Pialo pour leur revente sur le marché noir. Les perquisitions effectuées dans leurs chambres d'hôtel et domiciles respectifs ont permis de découvrir et de saisir 2 motos, 22 téléphones portables, 4 ordinateurs portables, 10 puces électroniques, dont 9 de la société Move et 1 de Togocom, une liste de 26 personnes avec leurs contacts et curriculum vitae
et une somme de 2 890 000 francs CFA. Des victimes, ils en ont fait assez. Certains ont accepté nous livrer les faits. J'étais amie avec un homme sur Facebook. Il m'a demandé mon numéro. Il a pris et on s'écrivait sur WhatsApp. Il m'a donné un rendez-vous au niveau de la caisse. Le jour-là, je suis allée à moto. Il m'a demandé d'apporter mes dossiers là-bas pour qu'il m'amène voir le DG, qu'il est gestionnaire réseau à Torosel. Donc, arrivé là-bas, il a demandé à ce qu'on fasse une photocopie de mes dossiers. On a cherché un cyber vers Token 8. C'est là, arrivé là-bas, il a demandé d'après un timbre vert. On a dit qu'il n'y en avait pas. Donc il est parti il a demandé, il va prendre ma moto pour aller acheter le timbre. Et c'est là, il est parti, il n'est plus revenu. En plus, il a pris mon portable et le PC. Le portable, il a demandé à me faire un forfait. Donc je lui ai remis le portable, il est parti avec. Ces individus seront conduits devant le parquet de Lomé pour répondre de leurs actes. Je vous l'annonçais également au sommaire, c'était notre troisième titre. Togocom opte pour le rayonnement du football au Togo. Le groupe vient de signer un accord avec la Fédération togolaise de football, le contrat de mariage avec Augustin Kossi. Le groupe Togocom signe un partenariat avec la Fédération togolaise de football pour le rayonnement du sport au Togo. L'acte symbolique est fait du leader des télécommunications au Togo, le sponsor officiel de FTF, pour une durée de 4 ans renouvelable. Avec un premier appui d'environ 33 millions de francs CFA, Togocom entend renforcer sa présence aux côtés du sport et de la jeunesse togolaise. Il est important pour nous de nous associer à la Fédération togolaise de football parce qu'on partage des valeurs de combativité, des valeurs de travail, des valeurs qui vont être déployées sur un contrat de long terme. On est là pour accompagner l'équipe l'équipe phare, les éperviers, sur les championnats internationaux, mais aussi on veut s'engager auprès de la jeunesse togolaise avec les under 15 pour les accompagner et faire en sorte qu'une nouvelle génération de talents puisse éclore. Togocom veut être un pilier de l'action de la fédération. Le football, c'est un sport qui mobilise les foules, qui crée des passions. On veut s'associer à ça. C'est aussi le renouveau de notre groupe. C'est le changement qu'on souhaite apporter au Togo. Ce partenariat concerne les matchs internationaux des éperviers du Togo, le championnat des jeunes, la Coupe du Togo et la Coupe de l'Indépendance. Les deux partenaires s'engagent à promouvoir l'éclosion de nouveaux talents pour de nouveaux palmarès. Sans les moyens financiers, c'est un peu difficile à une fédération qui gère le football de faire vraiment de grandes choses. Aujourd'hui, je suis très fier parce que c'est une bouffée d'oxygène pour le football togolais et pour ce partenariat gagnant-gagnant avec notre premier partenaire aujourd'hui, qui est Togocom. Merci au PDG. Nous allons faire de notre mieux pour qu'il y ait une certaine visibilité profonde de Togocom, surtout dans tous les événements que nous allons organiser ici à Lomé. À la signature, nous aurons 50 000 €, ok, c'est ce qui a été défini. Et ensuite, tous les événements que la fédération va organiser, nous serons accompagnés par Togocom. Togocom est le fruit du regroupement 2017 des activités du Togo Télécom et de l'opérateur de la téléphonie mobile Togo Cellulaire. Racheté par Asian Group, Togocom veut insuffler une nouvelle dynamique au sport au Togo. L'esprit d'équipe, la solidarité. Ce communiqué avant de refermer cette édition, communiqué du ministre de la Défense et des anciens combattants. Un concours d'entrée au collège militaire et Yadema sera organisé le jeudi 13 août 2020 au profit des élèves de sexe masculin titulaires de CEPD pour la classe de 6e et du BEPC pour les classes de seconde, ACD, F2 et F3 dans les secteurs militaires,
Lomé, Témédia, Sokodekara et Dapan et au groupement de gendarmerie de Thiviers. Vous verrez les conditions de participation, les conditions de candidature pour l'inscription dans le quotidien national Togo Presse. Et ceci referme ce journal quelque peu long, l'actualité oblige. Merci à vous qui nous suivez ce soir, ou précisément, à Ando, à Kouvi, c'est dans la veille, à Sada, c'est dans le goût, et comme d'habitude, toujours fidèlement, belle soirée, prenez bien soin de vous.